Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un peu spécial puisque j'aide Démystif dans sa série sur l'Égypte antique. Donc si vous n'avez pas encore vu les 2 premiers épisodes de sa série ou que vous ne connaissez pas ce vulgarisateur, je vous invite à aller voir ses vidéos dès maintenant. Bon, Démystif, prêt à rentrer dans l'arène ? Je suis prêt. Vous l'aurez compris, le tartib, que je risque de prononcer tatib, est une pratique martiale égyptienne très ancienne qui, puisque l'on en parle dans le cadre de cette série, remonterait à l'Égypte antique. Mais non seulement elle est ancienne, mais elle est aussi très précieuse, au point d'avoir été inscrite en 2016 au patrimoine intangible de l'humanité par l'UNESCO. J'imagine que ce n'est pas quelque chose de commun, non ? Eh bien, non en fait, puisqu'à ce jour et à ma connaissance, on ne compte que 3 cas de ce genre. On a tout d'abord le Tekion, dont on parlera très prochainement, qui fut reconnu en 2011, puis la Roda de Capoeira en 2014, et enfin le Tartib en 2016. Pour en revenir à nos moutons, avant de vraiment entrer dans l'histoire et la pratique de la discipline, je vous propose, une fois n'est pas coutume, de regarder son nom. Le nom complet du Tartib, ou du moins l'un de ses noms complets, est Fan al-Nazara ou al-Tartib, et comme vous pouvez vous en douter, on peut en trouver plusieurs traductions. Le terme fan désigne la notion d'art. Naza lui a plusieurs sens, allant de respectable à honnête, droit, etc. etc. Le thème tartib viendrait du thème khatab, qui désignerait un morceau de bois à brûler. Ainsi, le nom complet de la discipline, que je ne me risquerai plus à prononcer, pourrait être traduit par l'art de la droiture et du bâton, ou l'art de l'intégrité grâce à la pratique du bâton. Pour ceux d'entre vous qui suivent l'émission depuis un moment, ça doit vous rappeler quelque chose. Passons maintenant à un peu d'histoire. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que le Tartib était très ancien ? Eh bien, les plus anciennes traces de la dynastie remontent à la 5e dynastie, c'est-à-dire aux alentours de moins 2500 avant notre ère. Il s'agit en l'occurrence de gravures présentes sur le site d'Abou Sir, et plus précisément dans la pyramide de Saouré, montrant une séance d'entraînement au combat au bâton. Fait intéressant, le combat au bâton est présenté entre 2 autres disciplines, le tir à l'arc au-dessus et la lutte en dessous. À partir de là, on trouve des traces du combat au bâton durant plus ou moins toute l'Égypte antique, comme par exemple lors des 11e et 12e dynasties où il est présenté encore une fois aux côtés de la lutte et du tir à l'arc sur le site de Beni Hassan. Plus tard, on retrouvera des traces de la discipline datant de la 18e dynastie sur le site de Tel el Amara. Trace encore plus récente, le Nouvel Empire nous offre d'autres gravures du combat au bâton, notamment à Luxor, dans la tombe de Kerouef, et sur le site de Médine About, dans le temple de Ramsès III. Puis on en trouve des traces écrites dans les premiers récits chrétiens, etc., jusqu'à aujourd'hui. Eh bah dis donc, tu veux dire qu'on peut pratiquer aujourd'hui la même discipline que les soldats de l'Égypte antique ? Oui et non, mais cette question me permet d'aborder un point très important que je n'ai pas vraiment pu aborder jusqu'à présent. Les arts martiaux ne sont pas figés dans le temps. Quand on pratique une discipline martiale aujourd'hui, dans une très large majorité des cas, il ne faut pas penser pratiquer exactement la même chose qu'à son origine. Et plus la discipline est ancienne, plus les changements peuvent être grands. Ces changements peuvent être plus ou moins importants, allant de l'ajout, à la modification ou à la suppression d'éléments, mais passent aussi par exemple par la division en plusieurs écoles, voire par des changements d'orientation. Voici une manière dont on pourrait représenter les choses. On voit bien que d'une génération à l'autre, les changements sont mineurs, mais avec le temps, ils peuvent devenir conséquents. Et encore, dans le cas présent, j'ai pris un schéma très simple. Dans la réalité, ce serait plutôt quelque chose comme ça. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'élément de continuité entre l'origine d'une discipline et sa pratique récente. Mais aujourd'hui, dans la grande majorité des pratiques martiales, et plus particulièrement dans les disciplines anciennes, les choses ont beaucoup changé au cours du temps. Et ces changements peuvent avoir pas mal de sources différentes, qu'elles soient internes aux pratiquants, idées d'innovation, études d'autres disciplines, etc., ou complètement externes, comme par exemple des guerres, nouvelles armes ou technologies, lois, religion, changements politiques, etc. D'ailleurs, à ce sujet, un superbe exemple est celui du Tekion, qui a été tu t'éloignes un peu du sujet là, on pourrait revenir au Tatib ? Mais bien sûr, je m'égare. Alors tu t'en doutes, le Tartib n'échappe pas à cette règle, et on peut grossièrement dire qu'il y a 3 grands mouvements. Tout d'abord, le Tartib des origines était une pratique à but militaire, comme semblent l'indiquer les premières représentations qui nous sont parvenues. Alors quand je parle de discipline militaire, il y a tout de même certaines incertitudes, car si pour certains elle aurait été durant un temps pratiquée telle quelle sur le champ de bataille, pour d'autres, l'utilisation d'un bâton était simplement un moyen de s'entraîner en toute sécurité. Quoi qu'il en soit, ce Tartib aurait perduré durant une bonne partie de l'Égypte antique. Par la suite, durant le Nouvel Empire, soit entre moins 1500 et moins 1000, il semble que le Tartib ait peu à peu commencé à être pratiqué par les paysans de la Haute-Égypte dans le cadre de festivités. Si l'ancienne forme tendra peu à peu à disparaître, la nouvelle forme de la discipline arrivera jusqu'à nous. Le troisième grand développement, lui, est beaucoup plus récent, puisqu'il daterait de la seconde moitié du XXe siècle. À partir de cette période, le gouvernement égyptien aurait cherché à remettre en avant le Tartib, notamment dans un aspect plus dansé, avec le développement de troupes de démonstration. Cette nouvelle forme sera plus pratiquée dans les villes, à l'inverse de la forme traditionnelle qui elle restera ancrée dans les campagnes. Et du coup, ça ressemble à quoi ?
Eh bien, pour ce qui concerne justement la pratique, un bon point de départ serait de commencer par l'arme. Il s'agit d'un bâton généralement de 1,30 m de long, épais de 2,5 cm, appelé Asaya ou Nabot, et qui est aujourd'hui fait en rotin creux. Le type de bois a son importance, puisque le rotin a l'avantage d'être plus souple et de mieux absorber les chocs que le bois utilisé traditionnellement, et donc d'être moins dangereux pour les pratiquants. A noter que dans certaines versions de la discipline, on utiliserait un bâton beaucoup plus long, mais ça c'est une autre histoire. Pour ce qui est des grandes lignes, eh bien il s'agit d'une discipline de duel, ayant un aspect plus ou moins dansé, et qui se joue accompagné de musique. On y trouve une alternance de mouvements lents et rapides, le plus souvent circulaires. Les déplacements y jouent un rôle très important, et l'on y trouve autant des sauts que des techniques de combat au sol. L'un des points essentiels du tartib est la notion de porte. Lorsque l'on attaque, si on arrive à toucher l'adversaire, on dit que la porte est ouverte. Et à l'inverse, lorsqu'il arrive à se défendre, on dit que la porte est fermée. Et comme on peut s'y attendre, pour trouver cette porte ouverte, on cherche souvent à tromper l'adversaire. Pour ce qui est des règles du combat, il faut savoir que dans sa version traditionnelle, et encore aujourd'hui en Égypte, la discipline, que ce soit du côté des combattants ou des musiciens, est uniquement réservée aux hommes. Lors de l'affrontement, le but est de chercher à effleurer la tête de l'adversaire. La victoire ou la défaite est décidée par le public, qui fait aussi office d'arbitre, en arrêtant les participants si les combats dégénèrent. Il faut aussi savoir que la discipline est assez ritualisée et comprend une forme de salut et un protocole à suivre en début de combat. Et voilà ce que je peux dire sur le tartib traditionnel. Attends un peu, si tu dis qu'il existe un tartib traditionnel, c'est qu'il en existe un moderne, non? En fait, oui, et c'est là que ça devient intéressant. Tu te souviens quand j'ai dit qu'il y avait 3 mouvements dans l'évolution du tartib? Eh bien j'ai plus ou moins menti. De manière très récente, a vu le jour une nouvelle évolution qui pourrait bien remettre cette discipline en avant, le moderne tartib. Alors pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je n'aime pas trop parler des disciplines et courants trop récents, surtout quand ils datent d'après les années 2000, pour la simple et bonne raison que l'on n'a souvent pas assez de recul ou de matière pour en parler. Cependant, je vais faire une petite exception aujourd'hui, car l'initiative me semble non seulement particulièrement cohérente, mais aussi car la personne qui en est à l'origine est aussi la personne à l'origine de l'inscription du tartib à l'UNESCO et a le soutien du gouvernement égyptien pour remettre en avant le tartib. Le moderne tartib fut officiellement créé par Adel Boulad en 2014 et a pour but, comme son nom l'indique, de moderniser le tartib, tout en le ramenant en partie à ses origines martiales. En gardant en tête ce que nous avons vu juste avant, je vous propose de regarder ce qui a changé ou non dans ce moderne tartib. Alors pour ce qui est gardé, eh bien on retrouve les mêmes bases techniques que la version traditionnelle, on utilise toujours un bâton, les valeurs partagées par discipline comme le respect de l'autre sont gardées, et enfin le triptyque d'acteurs, joueurs, spectateurs et musiciens est lui aussi présent. Pour ce qui change maintenant, la première grande évolution est l'ouverture aux femmes, ce qui est de mon point de vue une excellente chose. Autre grand changement, on y trouve une modernisation de la discipline et de son enseignement, ce qui passe entre autres par l'utilisation de principes explicites, un aspect technique plus martial, la mise au point d'enchaînements codifiés, etc., etc. En bref, tout ce qui permettra de la rapprocher des pratiques martiales plus modernes. Enfin, un troisième grand axe de développement qui relève de cet aspect plus martial est la possibilité de combattre plusieurs adversaires en même temps. Cet épisode est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je tenais à dire un grand merci à Démystif pour sa collaboration. N'oubliez surtout pas d'aller voir les vidéos de sa chaîne qui sont une excellente introduction à l'histoire. Merci à toi Antoine. Comme toujours, je vous laisse les liens habituels ainsi qu'une vidéo pour aller plus loin. Cette fois-ci, pas de choix d'épisode, mais vous l'avez fait dans la vidéo précédente. Quant à moi, je vous laisse et vous dis à bientôt.